Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce midi 30 sur Radio Lomé. Le sommaire. Le gouvernement déplore les dysfonctionnements et difficultés constatés au cours du recensement électoral dans la première zone et veut de meilleures conditions pour la suite du processus. C'est l'un des sujets abordés hier en Conseil des ministres. Les députés de l'UEMOA sont réunis à Lomé pour la 33e session extraordinaire du comité interparlementaire. Ils planchent sur la modernisation et le développement de l'espace communautaire. Ce 9 mai est la journée de l'Europe, une date symbolique de la naissance de l'Union européenne en 1950, occasion de parler de la coopération entre cette institution et le Togo. Et puis sport, football, les éperviers dames des moins de 20 ans sont en stage à Lomé. Ce deuxième regroupement se fait dans l'optique des préparatifs de la Coupe UFOAB au Ghana. radiolomé.tg. Merci de votre fidélité d'écoute. Le recensement électoral dans la première zone s'est achevé hier. Le gouvernement réuni en Conseil des ministres hier a déploré les dysfonctionnements constatés dans le processus d'enrôlement. L'extrait du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewadon, ministre de la Communication et des Médias. Le ministre d'État, ministre chargé de l'administration territoriale, a rendu compte au Conseil du déroulement du recensement électoral démarré depuis le 29 avril 2023. Le gouvernement, saluant la mobilisation de la population, a déploré les dysfonctionnements et difficultés et a appelé les acteurs à tout mettre en œuvre pour apporter des solutions afin que la suite du processus se déroule dans la sérénité. Vous suivrez à la fin de ce journal l'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres. La 33e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA s'est ouverte hier à Lomé. Pendant une semaine, les députés de l'Union vont réfléchir sur la modernisation et le développement de l'espace communautaire. Charlotte Ahar. La rencontre planchera sur deux thématiques. Il s'agit du budget programme et de la transition fiscale. Adam Afangal, président du comité interparlementaire CIP-UEMOA. L'intérêt pour cette fois-ci, c'est surtout les deux thèmes, celui du budget programme et la fiscalité. Vous connaissez très bien au niveau du budget programme pour une gestion saine et une programmation adéquate des ressources des États. Et depuis un certain temps, cette réforme a été initiée au niveau de l'UEMOA pour permettre aux États d'appliquer pleinement le budget programme. Beaucoup de pays sont là-dedans, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire pour que la réforme apporte les résultats attendus. Donc il va falloir beaucoup travailler dans la sensibilisation, dans la formation des acteurs à tous les niveaux pour que les budgets programmes soient une réalité au niveau de nos pays. La fiscalité, c'est ce qui permet aux États aussi d'avoir des ressources. Quand elle est bien pensée, elle est bien réfléchie, elle est bien assise, elle est bien mobilisée, elle est bien utilisée. C'est le 4e vice-président de l'Assemblée nationale du Togo, Pakom Adjourovi, qui a, au nom de sa présidente, procédé à l'ouverture des travaux de cette rencontre. Notre région vit des moments particuliers et demeure confrontée à une situation d'insécurité délétère sans précédent. En tant qu'élus, nous devons nous impliquer autrement dans le processus d'intégration de notre espace. Pour y arriver, des efforts doivent se poursuivre pour notamment doter notre institution communautaire d'un budget programme adapté à la modernisation de la gestion des finances publiques tout en s'appuyant sur une stratégie innovante de transition fiscale. La suite de ce journal, la journée de l'Europe ce 9 mai, les nations européennes se rappellent la déclaration historique de Schuman du 9 mai 1950. Une déclaration qui a donné naissance à l'Union européenne avec une nouvelle forme de coopération dans cet espace, une coopération élargie à d'autres frontières dont celle togolaise. Quelles sont alors les relations entre le Togo et l'Union européenne? Léontine Atogima répond à la question dans ce dossier. Les relations entre l'Union européenne et le Togo sont régies à la fois par l'accord de Cotonou et par le partenariat
UE-Afrique. Elles sont effectives depuis le 14 avril 2004 suite à l'engagement du gouvernement togolais d'honorer 22 engagements portant sur le respect des institutions démocratiques, des droits de l'homme et de l'état de droit. Depuis lors, l'Union européenne accompagne les efforts du peuple togolais dans tous les domaines socio-économiques, soit pour la promotion de l'investissement, la consolidation de la démocratie et le respect des droits fondamentaux, et aussi pour le renforcement du rôle du pays dans la sous-région comme acteur de stabilité. Les relations entre le Togo et l'Union européenne ont toujours évolué dans le bon sens jusqu'au lancement d'un document conjoint de programmation pluriannuelle DCP 2021-2027. Toutes les interventions de l'équipe Europe au Togo d'ici à 2027 se feront désormais sur la base de ce document. Le DCP décrit les principes généraux, les objectifs, les orientations et les modalités de la coopération conjointe européenne en appui aux efforts de développement du Togo tels que définis dans la feuille de route quinquennale gouvernementale. Le Togo a d'ailleurs bénéficié en début d'année 2023 d'un financement de 70 millions d'euros, soit 45,9 milliards de francs CFA de l'Union européenne en appui à 2 initiatives visant à soutenir les secteurs de l'agro-industrie, de l'énergie et de la connectivité au Togo. L'Union européenne reste donc l'un des partenaires institutionnels du Togo. Merci à vous, Léontine. À Togima, ce 9 mai marque également une date de souvenir et de réconciliation en faveur des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Les Nations Unies ont donc créé cette date le 9 mai 2004 pour rendre hommage aux victimes de cette guerre. Théophile Dandako. La date du 9 mai, comme journée de souvenir et de réconciliation, a pour vocation de préserver les générations futures du fléau de la guerre. En vertu de la Charte des Nations Unies, les États membres doivent faire tout leur possible pour régler tous les différends par les moyens pacifiques, de façon à ne pas mettre en péril la paix et la sécurité internationale. La Deuxième Guerre mondiale a infligé à l'humanité d'énormes souffrances. Les actions de réconciliation, commencées en 1945 par la création de l'Organisation des Nations Unies et les institutions régionales appropriées, ont donc abouti à la paix, à la coopération internationale, à la promotion des valeurs démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Plus de 40 millions de civils avaient été tués lors de cette Deuxième Guerre mondiale et près de 20 millions de soldats, dont 10 millions de Russes, y ont péri. Les dirigeants du monde se sont donc engagés à ne jamais permettre de pareilles atrocités. Théophile Dandakou, lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Des acteurs maritimes du Ghana et du Togo sont en formation à Lomé. Ils mutualisent leurs efforts pour une culture de la sécurité maritime. Pour nous en parler, nous recevons vers la fin du journal le directeur du Haut Conseil pour la mer, Komlan Binessi Akapo. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité internationale, conflit au Soudan, au moins 481 civils ont été tués à Khartoum depuis le début des combats le 15 avril dernier et plus de 2500 ont été blessés. Les ressortissants étrangers ont été rapatriés pour la plupart dès les premières semaines du conflit, mais des millions de civils restent piégés par les échanges de tirs. Pour ceux qui ont réussi à s'en sortir, l'accès aux soins n'est pas garanti. À la frontière entre le Soudan et le Tchad, des centaines de réfugiés affluent, réduits à faire la queue pendant des heures pour un morceau de pain en attendant d'être logés. Selon les Nations Unies, il faudrait près de 445 millions de dollars pour venir en aide aux réfugiés de la crise politique soudanaise. L'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro, en exil depuis 2019, a affirmé hier sur sa chaîne YouTube qu'aucune raison ne l'empêchait d'être candidat à la présidentielle de 2025. Guillaume Soro a pressé les cadres de son parti Génération et Peuple Solidaire GPS à travailler sur le terrain pour asseoir leur organisation capable de relever le défi présidentiel.
Et puis l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 200 millions de francs CFA à l'issue de son procès en appel dans l'affaire de diffamation du ministre du Tourisme sénégalais Mame Mbaye Niang, une des affaires judiciaires qui menace sa candidature à l'élection de 2024. Ousmane Sonko ne s'est pas présenté à la séance hier après avoir prévenu qu'il ne répondrait plus aux convocations du tribunal sans garantie pour sa sécurité. Sport, football, la commission de la discipline de la Fédération togolaise de football FTF rejette une demande d'évacuation introduite par Fouadan FC de Dapaon. Cela part d'un différend avec Koroki Metete de Tchamba à la 13e journée de la D2. Pendant ce temps, un deuxième stage de 7 jours va débuter jeudi à Lomé pour les éperviers dames de moins de 20 ans. Elle prépare ainsi la première édition de la Coupe UFOA B. Solim Lemon. Le sélectionneur des éperviers dames de moins de 20 ans, Théophile Kpakokoumi, a convoqué une vingtaine de joueuses pour le second stage préparatif de la première édition de la Coupe UFOA B des moins de 20 ans. Du 11 au 17 mai prochain, le sélectionneur et ses filles vont consolider les acquis du stage du mois dernier, puis poursuivre le travail lors de ce nouveau regroupement. Parmi les joueuses convoquées figurent 4 gardiennes de but, 9 défenseuses, 8 milieux et 6 attaquantes. La Coupe UFOA B U20 se déroulera au Ghana du 20 mai au 3 juin 2023. Le Togo se retrouve dans la poule B aux côtés du Nigeria, du Niger et du Burkina Faso. Autre actualité liée au football, la commission de discipline de la Fédération togolaise de football FTF a rejeté une demande d'évocation introduite par Fouadan FC de Dapaon pour double identité lors du match qu'il a opposé le 7 février dernier à Koroki FC de Tchamba. Fouadan de Dapaon accuse le joueur Ismaïla Aminou, de nationalité nigériane, d'avoir fraudé son identité qui lui aurait permis d'obtenir la licence qu'il utilise et que sa situation confuse mérite d'être clarifiée conformément au texte en vigueur et à la pratique du football. Après avoir recueilli et analysé les éléments du dossier, la commission de discipline a purement et simplement rejeté la demande d'évocation qu'elle considère non fondée et n'entrant pas de ce fait dans le champ d'application des règlements généraux de la FTF. Sur ce, la commission confirme le résultat 1-0 obtenu par Koroki Metete de Tchamba sur le terrain lors de la 13e journée de la D2 disputée le 7 février dernier. Et puis la D2 débute cet après-midi son 21e chapitre. Doumbé de Mango reçoit AS Agoua de Kusuntu au municipal de Kara. Cette 21e journée se poursuivra demain mercredi avec 5 rencontres. CDF Aknour de Bafilo offre son hospitalité à Agaza de Lomé-Tokouin, toujours au municipal de Kara. À Sokodé, Foupa attend Koroki Metete. Kotoko FC aura pour adversaire la JCA au stade de Palimé. À Tabligo, Arabia FC joue Ifodje, puis Étoile Filante croise Fouadan FC au terrain de Bossimé. Le dernier match de cette 21e journée se joue jeudi à Kara. Bikinti aura pour adversaire Maranatha Football Club. Merci à vous, Solem Lemon. Invité de la rédaction, les pays du Golfe de Guinée travaillent en synergie pour combattre la piraterie dans leur espace. Les ateliers de formation se multiplient pour outiller les différents acteurs sur comment assurer la sécurité dans le Golfe de Guinée. Et justement, une rencontre se tient en ce moment à Lomé sur le développement d'une culture de la sécurité maritime. Notre invité est le directeur du Haut Conseil pour la mer, Komlan Binessi Akapo. Il répond aux questions d'Odette Pira. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Le Haut Conseil sur la mer avait initié une formation à l'endroit des gendarmes policiers sur la sécurité des navires dans le Golfe de Guinée. Aujourd'hui, on nous parle d'une autre formation sur le développement d'une culture de la sécurité maritime. Alors dites-nous, qu'entendez-vous par culture de la sécurité maritime? La culture de la sécurité maritime, en fait, ce réseau qu'on met en place dans le domaine maritime, qui lie tous les acteurs qui sont impliqués dans le domaine maritime pour pouvoir faire face aux nouveaux défis auxquels font face tous les acteurs du domaine maritime, notamment, ou bien les secteurs du domaine maritime, les transports, la pêche, ainsi de suite. Donc cette culture consiste en fait à d'abord rafraîchir la mémoire de tous les acteurs sur d'abord l'importance de la sécurité maritime dans le développement. Et ensuite,
leur donner un peu les nouvelles formes de menaces, bien que ce soit des menaces traditionnelles, leur donner un peu une idée sur déjà les nouvelles formes de menaces qui minent le domaine maritime. L'importance même, c'est la collaboration entre tous ces acteurs face à ce grand défi lié à la sécurité maritime. Et le Togo a déjà compris cela depuis 2014 en mettant en place le Haut Conseil pour la mer qui coordonne tous ces acteurs. Mais néanmoins, il faut chaque fois renforcer la compétence de ces acteurs en permanence. Il faut toujours renforcer leur capacité afin qu'ils soient plus en éveil face à ces défis. Voilà un peu en gros ce que je peux dire par rapport à la culture. C'est une manière de mettre tous les acteurs ensemble pour faire face au même défi qu'est la sécurité, la sûreté maritime dans le but d'atteindre l'efficacité. Quand on parle d'acteurs de la sécurité maritime, qui sont les concernés concrètement? Quand on parle d'acteurs de la sécurité maritime, nous parlons de la Marine nationale, nous parlons de la gendarmerie maritime, nous parlons de la police, nous parlons de la douane, nous parlons même de l'environnement, nous parlons de la pêche, parce que le domaine maritime, le droit international impose aux États côtiers des obligations de contrôle, de surveillance, et dans ces obligations, il y a des acteurs au niveau national qui doivent participer à la mise en œuvre de ces obligations de l'État vis-à-vis de la Convention. Et voilà, ces acteurs, même si ces acteurs ne sont pas exhaustifs, parce qu'il y a d'autres aussi qui interviennent pour limiter les trafics illicites, notamment les drogues. Donc je parle de l'Interpol, chez nous on a l'Octrib. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent en tout cas dans cette sécurité maritime. Voilà. Lors du lancement des travaux, on a parlé de la mise en place d'une plateforme des acteurs. Que vise cette plateforme en fait? La plateforme dont il est question, ça peut être des plateformes informatiques d'échange d'informations. Parce qu'en fait, dans le domaine maritime, lorsqu'on a l'information, vite, on réagit vite. Donc, la plateforme dont il est question, c'est d'explorer une plateforme informatique qui permettra un partage d'informations aussi rapidement afin de permettre aussi une réaction rapide face à des incidents ou à des actes criminels qui s'opèrent en mer. C'est de cette plateforme qu'il s'agira, qui va réunir ces acteurs. Lorsqu'il y a un incident, le partage de l'information est rapide. Merci. Oui. Et l'information insolite pour terminer, une femme de 30 ans, originaire de l'État du Michigan aux États-Unis, a décroché début mars le jackpot grâce à un jeu à gratter. La belle histoire a failli virer au drame. Pensant avoir perdu, elle a tout d'abord jeté son ticket à la poubelle. Durant la nuit, elle a comme un flash. Prise d'un doute à son réveil, elle vérifie ses tickets. Avec une sacrée belle surprise, un jackpot d'1 million d'euros. L'heureuse gagnante a floré l'évanouissement en apprenant la nouvelle. Elle aspire désormais à devenir propriétaire et réaliser quelques investissements. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais ne quittez pas. Comme annoncé plus haut, voici à présent l'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Forex Gnagnos-Nguema. Il est présenté par le porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewadon, ministre de la Communication et des Médias. Bonne réception à tous. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi portant lutte contre les changements climatiques. Le contexte mondial est marqué par l'accentuation de l'impact des changements climatiques avec des effets et conséquences négatifs pour l'environnement et le développement socio-économique de la plupart des pays, en l'occurrence les pays en développement. À cet effet, il est apparu nécessaire de prendre des mesures visant à renforcer la mise en œuvre des activités à fort potentiel de réduction des gaz à effet de serre, ainsi que la promotion du développement des technologies innovantes en la matière. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le présent avant-projet de loi qui permettra au Togo d'encadrer toutes les actions et mesures prises à travers l'intégration des questions de changement climatique dans l'ordonnancement juridique national. Son adoption s'inscrit dans le cadre des réformes prioritaires inscrites dans la feuille de route gouvernementale, notamment celle relative à la législation environnementale conformément aux ambitions de renforcement des structures de l'État.
Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative à la gestion exercice 2022 de la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER, présentée par le ministre des Travaux publics. Cette communication présente au Conseil le rapport d'exécution financière de la SAFER au titre de l'année 2022. En effet, le développement et la modernisation des infrastructures de transport routier occupent une place prépondérante dans notre pays et constituent un des leviers de la croissance économique et sociale. Aujourd'hui, le réseau routier national s'agrandit et la mise en œuvre de grands projets d'infrastructures suit son cours. Afin de préserver les acquis et renforcer davantage la sécurité routière ainsi que la praticabilité du réseau national en toute saison, il importe de veiller à son entretien courant et périodique. C'est dans ce cadre que la Société autonome de financement de l'entretien routier a pour l'exercice 2022 mobilisé 30 459 978 016 francs CFA contre une prévision de 32 838 749 000 francs CFA, soit un taux de réalisation de 92,7% pour le financement de l'entretien routier et pour garantir à la route une durabilité dans le temps. Le Conseil a écouté une deuxième communication relative au projet de révision et de modernisation du cadre juridique et institutionnel de la fonction publique, présenté par le ministre de la fonction publique, du Travail et du Dialogue social. La présente communication vise à rendre compte au Conseil de l'état d'avancement du processus de réforme du cadre juridique et institutionnel de la fonction publique en vue de recueillir les contributions et orientations pour sa poursuite et sa mise en œuvre. La révision du statut général de la fonction publique vise à doter l'administration publique togolaise d'un nouveau cadre juridique et institutionnel moderne et flexible. Ce nouveau cadre constituera un soubassement pour la mise en place de ressources humaines de qualité plus performantes et mieux gérées en lien avec les objectifs et priorités de développement national. Le Conseil a écouté une dernière communication relative aux résultats du recensement des Togolais de l'extérieur présentée par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Le dit recensement a eu pour vocation de faire l'inventaire des Togolais de la diaspora afin de mieux les connaître quantitativement et qualitativement, de maîtriser leur répartition dans le monde et d'identifier leur profil de compétences. La campagne de recensement a eu lieu du 8 mars au 30 juin 2022. Les résultats du premier recensement de la diaspora estiment le nombre de Togolais vivant à l'étranger en 2022 à 950 436 personnes, se répartissant par sexe comme suit: 44,18% de femmes et 55,82% d'hommes. À partir de ces résultats, le gouvernement pourra mieux adapter les différentes politiques publiques de développement, affiner les orientations stratégiques en matière de gouvernance des relations avec la diaspora et amplifier les initiatives en vue de les rendre encore plus inclusives et plus participatives. Au titre du séminaire gouvernemental, le Conseil a suivi un séminaire gouvernemental sur le programme national de protection sociale non contributive présenté par le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Ce programme s'inscrit dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, traduite dans l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale et ambitionne de réaliser l'inclusion totale des populations, en particulier les plus vulnérables. Il vise à définir les modalités pour l'extension des programmes de protection sociale afin de renforcer notre réponse face au choc. Ceci en faisant face aux défis que connaît la protection sociale dans notre pays, la coordination, la mobilisation des ressources et le ciblage efficient des bénéficiaires. Le Conseil a instruit pour que le programme soit finalisé dans les plus brefs délais afin d'assurer sa mise en œuvre efficace avec l'appui des partenaires au bénéfice des populations. Au titre des divers, le ministre d'État, ministre chargé de l'administration territoriale, a rendu compte au Conseil du déroulement du recensement électoral démarré depuis le 29 avril
2023. Le gouvernement, saluant la mobilisation de la population, a déploré les dysfonctionnements et difficultés et a appelé les acteurs à tout mettre en œuvre pour apporter des solutions afin que la suite du processus se déroule dans la sérénité. Fait à Lomé le 8 mai 2023, le Conseil des ministres. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg